Olá, bon dia, salut, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes en direct, c'est le Frantuguais Mag numéro 66. Nous sommes mercredi, nous sommes le 21, dia 21 de janeiro, 24, é isso, dia 24 de janeiro. Je suis en direct sur Facebook, je suis avec mon invité pour ce Frantuguais Mag numéro 66 déjà. Plus que 34 épisodes et on va fêter les 100 premiers épisodes du Frantuguais Mag, nouvelle version. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui va être avec nous tout au long de cette émission. Vamos falar em francês e também em português, não é? É como tu quiseres, c'est comme tu veux. Ah, fantástico, fala muito bem, tanto francês como português. Olá, Raoul, tudo bem? Tudo bem, olá José. Merci à toutes et à tous d'être avec nous en direct. Nous sommes donc en direct sur Facebook. Je vais maintenant avoir le plaisir de passer sur Instagram pour pouvoir lancer également le direct sur Instagram, puisque depuis le mois d'octobre, c'est génial, grâce à la technologie, l'émission Le Frantuguais Mag est diffusée non seulement en direct sur Facebook, à travers le monde entier, all around the world, mas também no Instagram, et c'est parti. Donc là, je lance le direct, la connexion est en train de se faire. C'est magique, ça y est, le live est parti également sur Instagram. Hola Instagram, hola Instagram. C'est le Frantuguais Mag numéro 66. Je suis en direct des studios du Frantuguais Mag à Paris pour le numéro 66 et j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Raoul Andrade, directeur de Manteigaria France. Olá Raoul, tudo bem? Olá José, tudo bem. Ah, vai ser ainda um programa em português e em francês. De vez em quando, na maioria do tempo, o programa é em francês. Mas hoje em dia vamos ter o prazer, pela segunda vez, de ter um programa com bastante português, porque o meu convidado nasceu em Portugal. É isso? É isso mesmo. Nasci em Lisboa. Ah, um lisboeta na capital. Veio para a França aos 15 anos, é isso? Não, vim aos 7, tive cá 2 anos, depois fui para fora, voltei para Portugal, depois voltei aos 12 e tive cá para ir até aos 16. E agora voltei, agora um bocado mais velho. O meu convidado é um verdadeiro, podes dizer também em português, globetrotter? Eu acho que sim, apesar de não jogar grande basquete. E então vamos descobrir o que é manteigaria. Quem é manteigaria? Talvez vocês já conhecem, vocês podem ter alguma ideia com a descrição que está posta no programa. E então vamos descobrir o percurso do meu convidado, porque eu conheci o meu convidado há algumas semanas atrás. Conversamos bastante, meio-dia quase. Aí. O encontro só devia demorar uma hora e afinal falámos literatura, cinema, cultura, economia, bastante coisas. É isso, e um bocadinho de pastel de nata também. Un bocadinho muito. Je retourne sur Facebook pour voir si tout se passe bien. Facebook, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes nombreux à être avec nous? Vous êtes en direct avec nous sur Facebook pour ce programme en direct. Il y a déjà Marie-Jo Vicente. Hola Marie-Jo Vicente. Première chose importante à nous dire, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien le mouvement de nos lèvres? Est-ce que les sons correspondent au mouvement des lèvres? Vous êtes déjà 3 en direct sur Facebook. Vous êtes 27 en direct maintenant sur Instagram. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes au travail, si vous êtes à la maison, si c'est la pause déjeuner, si vous êtes avec les enfants aujourd'hui, si vous êtes en France, si vous êtes au Portugal. Et surtout, si vous suivez régulièrement le Frantuguais Mag. C'est donc notre émission numéro 66. Il y a Lénie qui nous dit oui, tout est OK. Génial. Merci beaucoup. Hola toda gente. Tout est OK aussi. Marie-Jo Vicente nous confirme. Marie-Jo Fernandez nous confirme aussi. Hola, coucou toda gente. Aujourd'hui, on va parler aussi beaucoup gourmandise, puisque voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Manteigaria é uma grande marca em Portugal. É verdade. E que faz pastéis de nata. É verdade, também. Faz pastéis de nata já há alguns anos. A manteigaria começou no Chiado, tem neste momento 7 lojas em Portugal. Em Portugal não, em Lisboa, depois tem mais 2 no Porto, ainda vai ter mais algumas em Portugal. E desde agosto temos o privilégio de ter aberto aqui em Paris, junto de muita boa gente, muitos portugueses, para trazer o bom pastel de nata de Portugal.
Alors moi, je connaissais déjà les pastéis de nata de Manteigaria au Portugal. Et ça a été une surprise pour moi en me promenant à Paris. Porque eu gosto muito de passear em Paris, parar, tomar um café, observar o pessoal, as pessoas, para me inspirar e escrever piadas. Et je me promenais en plein centre de Paris, du côté de Rambuteau, métro Rambuteau, pas très loin. Et à la rentrée septembre, donc, je tombe sur Manteigaria. Et ce qui m'attire tout de suite dans le magasin, dans la boutique, il y a Marie-Jo Fernandes qui dit je confirme, c'est que je passe devant, a porta estava aberta, e então havia o cheiro dos pastéis que acabavam de ser feitos em direto que me chamou para entrar. Et c'est comme ça que j'ai découvert la boutique Manteigaria à Paris. Uhum. Pronto, é mesmo isso. É mesmo esse o objetivo. Nós fazemos pastéis de nata ao longo do dia. Às 8 da manhã já temos a primeira fornada pronta para ir para a boca dos clientes, se assim posso dizer. E ao longo do dia continuamos a fazer pastéis de nata e fechamos às 8 da noite. Portanto, durante o dia há muitas fornadas, o pastel sai sempre muito fresco, que é como quem diz, quente, morninho. E só fazemos o pastel de nata, e depois servimos alguns cafés, cappuccinos, galões, e portanto... Galão é o melhor com pastel. Sim, e é giro também ver que há muitos franceses que foram a Portugal que pedem o galão. E não... Pedem mesmo o galão, dizem, je veux un galão. Je veux un galão. É isso. Também galão não se pode traduzir em francês. Não existe. Quer dizer, Não é um café com leite. Um galão é um galão. Eu também acho que sim, acho que é bom chamar as coisas pelo seu nome, mas ao mesmo tempo também não sou um fundamentalista. Se a pessoa quiser dar outro nome, desde que nós percebamos o que é que a pessoa quer, para mim está tudo bem. E a Marie-Jo Vicente que nos diz tão bom com canela. E o que é que está aqui? A canela. É verdade. E já agora, só para aqui uma pequena anedota, que no outro dia tínhamos estado disto ao José. A mim? Sim. E o José guardou isto. Já, e há bocado estavam a perguntar, olha, isto depois posso ficar com isto? Eu disse, não, eu vou guardar. Mas entretanto, pensei, estou a ser muito duro, precisávamos disto para a loja, mas não. O que eu disse ao José é, vais ficar com isto aqui até celebrar uma ocasião importante. E qual é que é essa ocasião? A occasion importante vai ser então, on a décidé, pour ceux qui parlent pas forcément portugais, nos auditeurs, Marie-Jo Vicente qui dit mort de rire, bah alors José, bah oui. Non mais on n'a pas de budget, donc on fait comme on peut. Et ben on a décidé que je le garde jusqu'à l'épisode 100. Parce que lorsqu'on fera donc le 100e épisode du Franchigay Mag, bon, on peut dire qu'on aura passé à une belle étape quand même. Oui, peut-être un petit peu, je ne sais pas, j'aime bien, quand on parle d'étapes, je pense toujours aux exploits des Portugais sur les mers et le cap des tourmentes qui se transforme en cap de la bonne espérance. Donc, c'est se dire que les choses seront encore meilleures, même si elles ne sont pas difficiles, je ne sais pas, ou alors elles sont difficiles et après elles ne seront plus. C'est un cap, il faut avoir des caps. Et ben le cap c'est les 100 épisodes et à partir de 100 épisodes on va dire que voilà je ramènerai le cannelier, mais peut-être que je te proposerai est-ce que je peux le garder jusqu'à 200? Après on discutera au 100e épisode. Alors du coup voilà. Du coup pour tout vous dire, hola John the Black, sempre subir. Bah oui, ça monte, c'est génial. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait cette matinée-là? Je passe devant Manteigaria. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que toi et les salariés de l'entreprise, et ça c'est ce qui m'a halluciné, on sait aujourd'hui que le pastel de nata, en France, à Paris, en Île-de-France, si on va dans la rue, on demande aux gens, ils connaissent. Mais c'est le nombre de gens qui s'arrêtent pour poser des questions, et vous prenez le temps d'expliquer le processus de fabrication, c'est-à-dire que non seulement vous vendez, mais il y avait la volonté, et ça m'a halluciné, de prendre du temps pour transmettre aux gens, parce que moi, sur la matinée où je suis passé, c'était plutôt quand même des francophones, et j'ai pas vu passer de portugais, mais à chaque fois, vous preniez le temps d'expliquer et de montrer aux gens comment sont faits les pastéis.
Et quelle est l'histoire? Puisque la particularité de chez vous, de la Manteigaria, c'est que non seulement tout est une baie vitrée, on arrive, on rentre, mais à l'intérieur, tous les fourneaux, tous les appareils de préparation, les cuisiniers, le chef pâtissier, tout est fait à vue derrière des vitres protectrices, mais où on voit tous les processus de fabrication. Et moi, j'étais halluciné. Je sais que la communauté française, et pas que française, tous les gens qui habitent en France aujourd'hui adorent le pastel de nata, en mangent, savent ce que c'est, mais c'était leur intérêt pour savoir comment c'était fait. Je voyais des mamans avec les enfants qui restaient là et qui écoutaient pendant 10-15 minutes, toi en l'occurrence, ou un de tes salariés qui expliquait tout. Et j'avais trouvé ça génial de voir qu'en fait, dans la réflexion de la boutique, il y avait la volonté, au travers des vitres, d'expliquer l'histoire et le processus de fabrication. Oui, non, l'objectif avant tout, c'est créer une expérience, un local d'expérience, de partage aussi. Avant tout aussi, permettez-moi de vous dire que je suis extremement patriote. Sou extremamente patriota e agora vou falar em português. Tá não é? bem, Se podemos tiveres, fazer em ok, francês e em de acordo português. com isso. Que eu tenho um grande orgulho de ser português. E acho que o nosso país já fez imensas coisas e também tenho um grande orgulho da nossa capacidade portuguesa de nos adaptarmos onde quer que nos encontremos. Tu há bocado falavas do Globetrotter, realmente os portugueses, há portugueses por todo lado no mundo. Na nossa capacidade de nos adaptarmos, de percebermos as coisas, é muito importante. E acho que mantemos sempre a chama e o orgulho de ser portugueses. E em relação à manteigaria, o objetivo, acima de tudo, é mostrar que o que os portugueses fazem tem muito valor. E eu conto só este pequeno exemplo. Há muitos anos fui viajar, fui para a Ásia, e a Ásia, quando me perguntavam a minha nacionalidade e dizia que era português, a primeira coisa que as pessoas diziam era figo. E Cristiano Ronaldo, era o princípio do Cristiano Ronaldo, que estava a começar a explodir. E uma das coisas que eu penso é que eu gostava que o meu país fosse conhecido não só pelos melhores marcadores de livros do mundo, mas pela pastelaria de excelência, que não é uma pastelaria que fica abaixo da melhor pastelaria francesa. É uma referência. E quando se fala disto... Et en l'occurrence, je te mets de couper, mais le pastel de nata a été encore élu pour la 2e année de suite meilleure pâtisserie du monde. Oui, on est dans le top 3 des meilleures pâtisseries du monde. Donc, mais au-delà de la pâtisserie, que ce soit dans la gestion d'entreprise, dans la créativité, dans la mode, dans l'art, comme Joana Vasconcelos, l'humour, dans toutes les professions. On est 10 millions au Portugal, 10 millions en dehors du Portugal, que les Portugais brillent, et c'est un petit peu ça. Manteigaria, c'est faire briller l'héritage du Portugal, l'héritage de la vraie pâtisserie, l'artisanat, le fait à la main. Et nous, ce qu'on fait, c'est les choses sont faites à la main devant vous, il n'y a rien à cacher. Les gens peuvent voir. Et ça, c'est un partage avec une grande fierté. Et on veut que les Portugais, quand ils viennent chez nous, ils se sentent « Tô em casa ». Toi en casa. Et je confirme, quand je suis allé, c'était le cas. Et il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est, mais qui m'a dit qu'il y était samedi dernier. Oui, nos sábados, nos domingos, é quando vemos mais portugueses a vir à loja, mas mesmo assim, durante a semana há sempre um português a aparecer, há sempre portugueses ou que estão a viajar, que vêm a Paris, ou que estão a trabalhar, estão cá há 3 anos, ou pessoas que já vivem cá, que nasceram cá, há sempre portugueses a aparecer. Neste Natal foi espetacular. O que é que aconteceu? Imagina, um português que era diretor num banco, que resolveu vir, a loja ainda não tinha aberto, às 7h30 da manhã estava a rondar a loja, perguntámos se ele precisava de alguma coisa, ele disse que precisava de uns pastéis, mas que estava aflito, depressa, e abrimos a loja um bocadinho mais cedo para atendê-lo. Ele levou uma data de pastéis para o banco dele, para mostrar para a equipa dele, porque ele tinha uma grande equipa, para levar os pastéis de nata para o pequeno almoço, para o petit déjeuner de Noël. E outros, um português que vive em Marselha, mas que tem clientes, que é um empresário que tem clientes em Paris, vem à loja para, antes de visitar os clientes em Paris, para
levar os pastéis de nata para oferecer aos seus clientes como sinal de orgulho das coisas boas portuguesas. E depois temos o inverso, que é uma francesa que não sabia o que era um pastel de nata. Ainda acontece isso. Ainda acontece muitas pessoas não saberem o que é um pastel de nata. E que foi ao Google, viu pastéis de nata em Paris, foi à loja, não conhecia, nunca tinha comprado, e eu perguntei-lhe o que é que ela estava ali a fazer, como é que ela lá tinha chegado, e ela disse, é pour le dîner de Noël, j'ai un ami secret, il est portugais, et je sais qu'il aime les pastéis, donc je lui achète des pastéis. Portanto, os portugueses compram para os franceses, e os franceses compram para os portugueses. Isto para mim é lindo. C'est génial, justement, il y a Maria Candide Abreu sur Facebook qui dit quand est-ce que vous installez sur Toulouse. Vous êtes arrivé au mois d'août à Paris, donc c'est la première ouverture en France, en dehors des frontières du Portugal. Il y a des idées déjà pour peut-être aller dans d'autres villes? Pour l'instant, donnez-nous un petit peu de temps qu'on consolide ce qu'on a déjà à Paris qui fonctionne très bien. Mais oui, on veut aller dans d'autres endroits en France, tout à fait. Être présent, ça va être une fierté de pouvoir être présent auprès d'autres personnes. En tout cas, Maria, moi je serai à Toulouse, ce sera le 1er juin, je pourrais peut-être emporter quelques pastéis. Je serai à la Comédie de Toulouse et d'ailleurs, restez à l'écoute puisque ce sera une belle journée, ce sera le samedi soir. Il y a 300 places et il y a déjà pas loin d'une centaine de places de vendues, donc je vous attends nombreux à Toulouse, moi. Olga Beret demande, c'est où à Paris exactement? Au 24 rue de Rambuteau. 24 rue de Rambuteau. Et tout à l'heure, je crois que c'est Claudio sur Instagram qui nous a dit c'est moi qui y étais samedi dernier. Então, hoje há cada vez mais pessoal português a vir à Manteigaria em Paris. Et ce qui est bien aussi, c'est que, voilà, bon, quand il fait froid, c'est un peu plus compliqué, mais vous avez aussi pris le temps d'installer quelques tables et quelques chaises en osier typiquement parisiennes des cafés, mais aux couleurs du Portugal. Et du coup, elles sont pas vraiment aux couleurs du Portugal, elles sont bleues. On va dire, voilà, Porto. Non, mais bleu et blanc, voilà, on va dire ça. On va dire ça qu'il y a ce petit côté, mais voilà, on sent qu'il y a un petit côté, voilà, le bleu est présent, comme les azulejos, il y a un petit rappel, et du coup, voilà, ça ressort, et du coup, moi qui devais passer que rapidement, je suis resté toute la matinée, et on a papoté toute la matinée, et je discutais avec les gens, j'ai fait plein de photos, il y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo, et voilà, les images venaient de là, de Manteigaria. Et je me suis régalé. Et du coup, ce qui est génial, c'est que je me suis dit, il faut qu'on raconte tout ça. Parce que moi, par contre, c'était la première fois où je voyais vraiment, dans la toute petite boutique, autant de temps accordé aux gens, aux clients. Les gens, du coup, et moi je trouvais ça génial, ils viennent pas juste acheter des pastéis. Par le temps que vous passez, vous, ils achètent des pastéis et ils repartent avec un peu de culture aussi portugaise. Un peu d'histoire. On essaye de faire ça sans une prétention. Je ne suis pas un expert en histoire, mais ce que j'aime, les histoires. Et je pense que dans cet esprit de créer l'expérience, une expérience où on valorise d'où on vient, je pense que c'est important de prendre le temps d'être avec les gens. Moi, j'aime être avec les gens. Et donc, pour moi, chaque fois que je suis en boutique, là, je suis peut-être de moins en moins, mais j'essaye d'y passer assez souvent. Claudio confirme, l'accueil est incroyable. Oui, on espère. Bon, peut-être qu'il y aura des jours où les gens diront que, pour quelques raisons, ils n'ont pas été aussi bien accueillis que nous voulions. Ça peut arriver. J'espère qu'on sera toujours à la hauteur de bien recevoir les gens. Pour moi, c'est une priorité. Et moi, chaque fois que j'y suis, j'essaye de le faire de mon mieux. Et s'il y a quelqu'un qui a volonté d'en savoir plus, je le ferai avec grand plaisir. Et j'espère qu'aussi que l'équipe le fera aussi. En tout cas, on est toujours partant pour recevoir du feedback de tout le monde sur les réseaux sociaux. Vous pouvez interagir avec nous. Si moi, j'y suis pas, laissez votre message. On essaiera toujours de revenir vers vous. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est que voilà, comme j'ai passé la matinée, j'ai vu un peu comment tout se passait. On va parler du processus de fabrication un peu qui est assez incroyable, la préparation. Mais quand il y a une fournée qui est faite, ils sortent du four, toi ou un des salariés, vous sortez devant, sur le devant de la boutique, avec la cloche, et là,
Ding, 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 ding. Oui, oui, c'est vrai. On fait un petit peu de bruit avec la Un petite petit peu clochette. beaucoup. Oui, on fait. Après, il y a des gens qui nous regardent dans la rue, mais qu'est-ce qu'ils font? Il Ils dit, sont mais c'est fous. quoi, c'est fou, Qu'est-ce que on c'est se que croirait à ça? Noël, les chanteurs. Et Non. bon, après, c'est surtout, j'ai dû gérer un petit peu les voisins qui disent oh, un jour, j'avais une de mes voisines qui me retrouve à l'extérieur de la boutique, qui me dit là, les clochettes, je sais que le marketing c'est important, mais le samedi à 11h du matin, peut-être que vous pourriez arrêter ça. Après, bon, on a changé un petit peu le samedi à partir de 13h, on sonne les clochettes. Mais souvent, Alors, la l'équipe cloche, oublie. c'est une vraie cloche. Et en fait, c'est pour appeler les gens et prévenir. Bah voilà, les pastèches viennent de sortir du four. Ils sont Oui. bons, ils sont chauds. C'est là maintenant qu'il faut venir les manger. Oui, mais il y a des moments, surtout en week-end, on n'a même pas le temps de sonner la clochette parce que il y a des moments où il y a tellement de monde que l'équipe n'arrive pas à sortir derrière le comptoir pour aller devant la boutique pour sonner la cloche. Alors ça, justement, c'est un truc que j'ai vu. Je suis revenu, je suis passé en week-end. Et alors là, mais c'est incroyable, le monde, le succès. Moi, aujourd'hui, on se rend compte que le pastel de nata, c'est vraiment devenu. Tu parlais tout à l'heure de Cristiano Ronaldo, de Figo. Ok, c'est génial. Et moi, j'adore aussi le football. Mais c'est vrai, au final, qu'est-ce qui représente aussi le Portugal? Le Portugal, c'est quoi? Avant d'avoir des joueurs de foot très connus et très célèbres, on peut dire merci à Cristiano Ronaldo, mais même quand Cristiano, à un moment ou à un autre, il va prendre sa retraite, c'est-à-dire dans une trentaine d'années, a priori, de quoi on parlera? Bah, aujourd'hui, c'est clair que je sais qu'il y avait un moment, j'avais entendu un ministre dire qu'il faut porter l'excellence de ce que les Portugais font de mieux sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, mais c'est incroyable de voir des files d'attente de gens, quelle que soit leur culture, française ou des gens qui ne sont pas forcément de racines vraiment françaises, mais qui sont là pour venir acheter et goûter le pastel de nata. Moi, je suis de plus en plus mais halluciné. Et en plus, bah voilà, quand on les achète, ils sortent du four. Ils sont pas comme au supermarché. Ils sont tout bons, tout chauds, tout fondants. Et avec un galant. J'aime bien, là je vois Lionel de Oliveira qui dit à 11h du matin, c'est plus l'heure de dormir. Oui, Le samedi, ouais. c'est ce que mes voisins pensent aussi. Mais ce que ça m'a distrait un petit peu, je suis désolé. Tu Non, disais- parfait, c'est oui, génial, c'est ça. L'émission est en direct, oui, on oui. commente, on pose des questions, mais il y a une vraie interactivité. Et c'est vrai, Lionel, t'as raison. À 11h du matin, mais à 11h des matins, il y a encore déjà des gens qui se promènent dans Paris. Et moi, le fait d'avoir entendu cette cloche et de voir l'effet que ça provoquait, les gens qui se retournent, après ils voient, et je les vois tous quasiment la plupart quand ils passent vraiment sur le trottoir d'en face faire. D'abord, ils sont, oh, c'est quoi ce bruit? Et après, ils font, et c'est quoi cette odeur? On n'a pas la queue tous les jours, surtout en week-end. Il y a des moments aussi dans la journée où on a une queue. Mais effectivement, la cloche, elle provoque un petit peu les gens de la même façon que l'odeur t'a provoqué quand tu es passé dans la rue, tu as senti la belle odeur du pastel de nata. Et donc, on est des animaux, des êtres sensoriels. Donc, la beauté aussi, c'est que visuellement, olfactivement, gustativement, tous nos sens soient interpellés. Et donc, tout ça, c'est effectivement, quand tu disais tout à l'heure que la boutique est aussi transparente dans le sens où il y a une vitre qui sépare la partie de production du public et le public peut voir et presque sourire. Mais alors attends, pour ceux qui n'ont pas été, c'est une grande vitre, c'est une grande baie vitrée. C'est-à-dire, c'est pas juste une petite fenêtre, un petit encart, non. C'est vraiment une grande baie vitrée. C'est-à-dire, dès qu'on rentre, on voit tout ce qui se passe dans l'arrière-boutique. Oui, à l'échelle de la boutique qui est quand même petite, oui, la baie vitrée est assez grande et fait toute la longueur de la séparation entre la partie production et la partie client. Et donc c'est ça, on voit tout et c'est un petit peu, si on regarde même le logo de la marque Mantegueria, ce sont deux mains. Et en fait, c'est un petit peu, ça veut transmettre cette idée de la transparence. Les deux mains sont devant vous et de l'artisanal. On fait tout avec la main. Donc, dans ce que je racontais un petit peu de sublimer tous nos sens, que ce soit visuel, gustatif, olfactif, et même la texture quand on prend un pastel de nata et on l'entend craquer, tout ça, et on le met dans la bouche, et la crème est fondante, et la pâte à l'extérieur est croustille, tout ça, pour moi, c'est faire fonctionner tous nos sens. Et le plus les sens seront convergents dans l'expérience, le plus ça sera mémorable. Et donc, c'est ce qu'on veut, c'est que les gens voient et sentent
le Portugal à Paris. Et du coup, alors moi je rebondis parce qu'il y a quelques temps, il y a 3 mois, j'ai fait une vidéo qui a plutôt bien marché avec pour la première fois la participation de quelqu'un de l'extérieur. C'était Sandra Ferreira. Peut-être vous avez vu la vidéo. C'était les 5 aliments magiques. Et notamment dans ces aliments magiques, je parlais de la cannelle, qui est indissociable du pastel de nata. Un pastel de nata, pour moi, tem de ser com canela. Mais bon. Et donc, pour utiliser la cannelle et montrer toute l'importance de la cannelle dans la culture portugaise, dans la vidéo, je l'avais déposé sur un pastel de nata et aussi bien Sandra que moi, on le goûtait, on le mangeait ce pastel. Ce pastel venait de manteigaria, donc j'avais été l'acheter le matin. Donc, il était tout beau, tout frais. D'ailleurs, j'étais arrivé limite pour faire la vidéo, juste avant l'émission Le Frantugama qu'on avait fait après aussi avec Sandra. Et les gens m'avaient dit, mais comment t'as fait pour capter le son du croquant du pastel? Bah écoute, c'est simple. Je l'ai acheté le matin. L'enregistrement pour que vous sachiez tout aussi, transparence, on avait filmé l'image avec la caméra et on avait pris le son en direct. Et après, avec Sandra, on avait pris un micro spécial qui s'occupe de capter les sons. C'est pas un micro-voix, c'est un micro vraiment pour prendre en charge les sons, autres que la voix, les sons de la nature, tout plein de choses qu'on ne perçoit pas forcément avec avec un micro d'une caméra. On l'avait posé à côté aussi bien de elle puis de moi lorsqu'on mangeait le pastel, toujours dans l'idée de mettre en valeur la cannelle. Et le croquant, le bruit, le croustillant, c'était fait maison ici dans les studios. On n'avait pas été chercher, j'ai pas été chercher un son enregistré quelque part. C'est vraiment le son. On a passé quelques prises, on en a fait 4, 5, 6 pour avoir le bon son du beau croquant. Donc c'est ça, on a testé 3-4 pastéis à chaque fois, chacun. Mais du coup, on a obtenu ce son aussi, mais parce qu'en fait, c'est ce que tu disais. Le pastel, il est fait de façon artisanale. J'ai vu tout le processus de fabrication, le temps de travailler avec la main, après aussi avec la machine cuillère, le temps de repos de la pâte, et après la cuisson dans le four. Oui. Puisque même le four, il est bien nettoyé, ce qui fait qu'on peut voir, même derrière la vitre, le pastel qui est en train de cuire, de gonfler, et la pâte qui... Je sais pas comment on dit, mais qui... Je sais pas si vous me comprenez. Et du coup, voilà, on a pu obtenir ce son de craquant et plein de gens m'ont mis des commentaires. Mais c'est incroyable, tu m'as fait craquer avec le son du pastel. J'ai été en acheter à cause de ça. Et voilà, c'est parce que c'était un pastel fait maison, on peut dire ça, fait maison quasiment, de façon artisanale. Et ça, je trouve que c'est voilà. Il y a de plus en plus de pastèges dans des boulangeries, dans des supermarchés. Mais là, tout à coup, on se retrouve avec, et c'est aussi pour ça que je t'ai proposé de venir en parler, avec un vrai pastel artisanal. Et j'avoue, c'était super bon. Et il est super bon. Et Sandra a confirmé. Oui, écoute, il y a quelqu'un de Grenoble qui disait qu'on l'a fait souffrir. Je suis navré que vous souffriez, mais on est en train de dire des choses vraies. Et après, pour ne pas souffrir, allez au 24 rue de Rambuteau. Et il y avait Lionel Oliveira qui disait à 7h du matin, les Portugais commencent à travailler. Bon, les pâtissiers, ils commencent encore plus tôt à travailler pour préparer les fournades bien croustillantes. Alors justement, après, donc on a discuté, j'ai négocié et j'ai eu le droit, moi, le privilège de venir avant l'ouverture. Mais on se rend pas compte, mais ça commence tôt en fait. Pour que ce soit prêt et bon à 8h à l'ouverture publique, c'est ça? Oui, ça commence un petit peu plus tôt, mais c'est comme ça, ça fait partie de l'enjeu dans dans les commerces de bouche, les pâtisseries, les boulangeries, pour que les gens au petit déjeuner très tôt le matin aient leurs choses, ce qu'ils aiment prêt, et il faut que d'autres personnes fassent un petit peu ce sacrifice ou cet investissement, et ça aussi c'est quelque chose dans l'équipe. On a cette baie vitrée qui sépare l'atelier de production des clients. C'est un petit peu quelque chose où il faut aussi que les pâtissiers aient ce plaisir, qui sont des fois des gens qui sont pas très... c'est pas les gens comme José qui vont aller devant une foule et faire un spectacle, un one-man show. Alors, quoique, attention, lorsque vous entrez, et comme les gens sont concentrés sur leur travail, on prend le temps de manger et de regarder. Moi, je voyais les gens il y a quand même un petit comptoir. Donc si on y va tôt le matin ou un moment où il n'y a pas trop de queue, pas trop de monde, les gens prennent le temps de manger avec un café ou un galão, mais ils prennent beaucoup le temps de regarder. Oui. C'est quasiment comme un spectacle. Il y a une mise en scène de la fabrication. Voilà, il y a une mise en scène de la fabrication.
Oui, une mise en scène, je dirais très naturelle. C'est un Mmh. petit peu, la vraie vie des pâtissiers et ce que j'allais dire, c'est que les les gens qui sont de l'autre côté de la vitre, d'un côté, je pense ils ont dans l'équipe, ils ont la fierté d'être vus et de faire ce contact visuel avec les clients qui vont manger le fruit de leur travail. Et ça crée aussi une certaine responsabilité. Le client voit qui est en train de faire le pastel et le pâtissier voit la réaction du client. Et donc tout ça, ça nous remplit de bonheur et de fierté. Alors justement, il y a Brian qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure. Brian, c'est notre invité de la semaine dernière, qui est vidéaste. De temps en temps, tu recherches aussi et recherche. Je sais qu'il recherche des prises des vues, des prises d'images. C'est lui pour son travail ou pour mettre aussi la valeur en valeur la culture portugaise. S'il souhaite passer à Mantegari à Paris, il y a aucun souci. Oui, il peut venir, il peut me contacter, je serai là-bas pour le recevoir, bien sûr. Et du coup, moi, aussi, j'ai fait mon petit travail de recherche et je t'ai posé mille et une questions. Donc, c'est là où on devait se voir qu'à 1h02, finalement, on avait passé toute la matinée. C'était aussi le temps de formation. Et tu m'avais expliqué que toi, encore aujourd'hui, du coup, à chaque fois, tout au long de la journée, euh, tu contrôles la qualité des pastéis. Tu les manges, tu les goûtes, tu... Écoute, j'y suis pas tous les jours, j'essaye d'y aller tous les jours, mais ce que je fais, quand j'y vais, je goûte le pastel de nata. Et il y a des jours où peut-être que je pourrais en manger 4, hein. Ah, donc, je Moi, fais j'avoue pas un peu ça tous plus. les jours. Je fais pas ça tous les jours. Mais c'est 4, c'est pas beaucoup, hein. c'est pas beaucoup. Oui, mais essaye de faire ça pendant plusieurs années de ta vie. Non, l'important, c'est, et j'ai déjà dit ça, peut-être que ton audience va penser que je suis un fou, mais je suis obsédé par ce que je fais. Ce que je fais, je le fais avec plaisir, avec joie. Mais du moment où je me couche le soir et au moment où je me lève le matin, je pense à ça. Je pense à ce qu'on est en train de faire, si les choses se passent bien, si l'équipe, si on a reçu les matières premières, si les choses sont bien faites, si les clients sont bien reçus. Et donc, c'est quelque chose qui est... je pense que si je n'aimais pas ce que je fais, je serais peut-être détruit parce que je n'arriverais pas à ne pas faire d'autres choses et ça m'empêcherait de faire d'autres... Je fais d'autres choses, n'ayez crainte. Non, mais c'est aussi vis ma avoir vie. la chance de faire un métier où en fait on est passionné aussi par ce qu'on fait du coup. Oui. Du coup, tu es aussi passionné, c'est pas juste ton travail, és o diretor, és Mm. o patrão, mas também estás apaixonado por o produto que fazes e, como tu disseste, de uma certa forma, de uma certa maneira, divulgar a cultura portuguesa. É uma paixão. Sim, é uma paixão, é um orgulho. Eu, durante muitos anos, trabalhei numa empresa americana, quase 18 anos, trabalhei numa multinacional americana. E já quando eu trabalhava nessa empresa e eu na altura trabalhava nessa empresa e era responsável por um negócio em Portugal, competia dentro da mesma empresa com as unidades alemãs, a unidade francesa, a unidade inglesa e nós tínhamos muito menos dinheiro, muito menos budget do que os outros países. Mas mesmo assim chegámos a ganhar prémios dentro dessa multinacional porque fazíamos as coisas com paixão e com criatividade. E acho que isso é uma das forças dos portugueses. Nós vamos ser sempre um país com muito menos habitantes do que a França, do que a Itália, do que os Estados Unidos, do que a Indonésia. Nós vamos ser sempre um país com menos recursos naturais do que o Brasil, muito menos petróleo do que a Arábia Saudita, muito menos um monte de coisas. Mas há uma coisa que vamos ter sempre se quisermos, que é coração, alma, garra e a partir daí paixão e criatividade. E a partir do momento em que fazemos isso com essa garra, com essa vontade, com essa paixão e ainda por cima com uma coisa que nós temos porque os séculos de história nos ensinaram isso, que é uma capacidade de nos adaptarmos, uma capacidade de nos ligarmos a outras culturas. Isso é uma força que é imparável.
E moi, je te rejoins sur ce côté-là. Moi, tu falas em português, eu falo em francês. E quando eu falo em português, tu voltas a falar francês, é ótimo. On est en plein dans le Frontigué Mike, c'est génial. Muitas pessoas não falam disso também, mas le Portugal est aussi très avancé dans tout plein de domaines. Là, bah, là, on a parlé tout à l'heure, le football qui représente le Portugal, la gastronomie, de plus en plus. Alors qu'avant, les gens ils pensaient qu'il y a une grande période aussi où beaucoup de gens pensaient que le Portugal, c'était juste du bacalhau. On est en train de découvrir que c'est pas que le bacalhau. Même si le bacalhau, c'est muito bon. Et, euh, et du coup, bah, ces derniers temps, on découvre aussi un pays à la pointe de la technologie, avec comme par exemple le seul pays qui a fonctionné pendant 48 heures sans ressources fossiles, juste avec des économies, des énergies vertes. Le Portugal est en train de se développer et de montrer tout plein d'images modernes dans ce sens-là. Et c'est aussi ça le but du Frontigama quand je rencontre quelqu'un qui est passionné. Et donc, bah, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai invité Raoul. Pourquoi bah, parce que quand il parle de pastéis et de culture, bah voilà, il y a une espèce de passion. Et aussi bien en portugais qu'en français. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai retrouvé cette passion que tu viens de nous transmettre. Les gens sont en train de le dire. Aussi bien quand tu parles portugais et que français. Et je t'avais posé la question, je te la repose ici pour le public, mais comment se fait-il que tu nasceste en Portugal, mais tu as un français fantastique? Mm. Bon, faut remercier Fernanda Isabel, Fernandinha, c'est ma mère qui est prof de français et portugais, qui était très exigeante sur le français et sur le portugais aussi. Et on a étudié, moi et mes sœurs, dans le lycée français. On a fait Au une grande partie au Portugal, à Portugal, Porto, Lisbonne? Lisbonne, au lycée français Charles-Pierre. Et donc, c'est une des raisons qui explique. Et après, on a aussi, mon père, à cause de son travail, on a dû voyager. Et aussi, moi, professionnellement, pendant 3 ans, entre 2008 et 2011, j'ai eu un rôle aussi en France. À l'époque, c'était dans la Beauce, au milieu de presque nulle part. J'ai aussi travaillé là-bas pendant 3 ans. Donc tout ça, ça a remis mon français un petit peu d'actualité parce que pendant beaucoup d'années, mon français était devenu un petit peu perdu. Et moi, je trouve que maintenant, bah, ton français está muito, muito, muito bon. Et du coup, c'est ça aussi que je trouvais génial. Bah voilà, c'était cette transmission, cette passion, cette flamme pour une pâtisserie, autant dans la langue de Camões que na língua de Molière. Et du coup, on s'est mis à parler justement de tout sauf de pastéis. On s'est mis à parler cinéma, on s'est mis à parler littérature. Tu m'as parlé de ta passion pour la littérature française aussi. Tu lis en français. Oui, j'aime bien lire en français et puis j'ai un truc, je disais tout à l'heure, un côté un petit peu quand je commence une chose, ça enclenche un momentum un peu exagéré et quand j'aime un écrivain, après j'ai tendance à aller lire tous les bouquins qu'il a écrits. Et là, je suis dans une phase d'Emmanuel Carrère. Que j'ai lu un bouquin, j'ai adoré Yoga, le roman russe, et là j'ai commencé à lire un autre livre, là c'est un petit peu, j'aime pas trop, mais quand je commence à découvrir un nouvel écrivain qui me passionne, je me lance et c'est un petit peu à nouveau une petite espèce d'obsession pour explorer, pour comprendre un petit peu mieux. J'avais eu ça avant avec une écrivaine, ou une écrivain, je sais pas comment on dit, Sandrine Colette. Oui. Tu connais, qui a aussi une forme d'écrire, qui a écrit quelques bouquins qui sont d'une espèce de... Qui sont très crus, très durs, et moi j'aime beaucoup ça, j'aime bien ce genre d'écriture. Et après, si on va au classique, je pensais aussi à un bouquin qui est sur mon étagère et que j'ai lu depuis plus de 30 ans, La peau de chagrin de Balzac, qui nous projette dans une idée que des fois on pense qu'on a besoin de beaucoup de choses pour être heureux, mais le problème c'est quand on a cette chose vers laquelle on aspirait beaucoup, tout d'un coup on n'est plus heureux. Et là, c'était la peau de chagrin parce que plus il faisait il faisait ses désirs se transformaient en réalité, sauf que la peau de chagrin se rétrécissait et c'était sa propre vie qui allait terminer. Donc ça ne sert à rien d'avoir une espèce de pouvoir économique ou une espèce de richesse si on n'est pas heureux sans ça. On va avoir peur de la perdre. Et donc,
on trouve et on Et apprend on des finit choses. des fois par ne plus prendre de risques, de rester dans une espèce de zone de confort, Oui. de ne plus partir à l'aventure. Mm. Et donc voilà, vous comprenez encore une fois pourquoi du coup je me suis dit mais il faut que j'invite Raoul. On a commencé par manger des pastéis, on a parlé pâtisserie, on a parlé Portugal et tout à coup, lorsque je l'ai rencontré, donc maintenant il y a ça fait déjà quelques mois, on s'est mis à parler littérature. Et j'ai découvert quelqu'un qui était mais curieux de nature et qui en fait était un petit peu comme moi finalement, qui avait envie d'apprendre et de découvrir toujours. Et, et voilà, mais j'étais halluciné, voilà comment on a fait pour passer 4 heures. Parce que du coup après, vu tout ce que tu dis et ce qu'on se disait, moi je t'ai ramené sur la table, j'ai fini par te parler. Parce que du coup, Mantegari à la boutique et donc toi-même, on peut dire boutique? Oui. On dit boutique. La boutique et toi-même, je t'en ai parlé, vous m'avez fait penser à Cyrano de Bergerac. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Je me souviens parfaitement. Je t'ai parlé de la scène où Cyrano, c'est une des plus grandes œuvres de la littérature française pour moi. Et il y a en particulier cette scène où Cyrano, qui parle très bien, qui a une culture incroyable, il y a cette scène avec le chef pâtissier. Et cette scène dans l'histoire, on pourrait ne pas en avoir besoin. Si vous n'avez pas lu Cyrano de Bergerac, lisez-le. Vous avez peut-être vu le film ou les films. Il y a eu plein d'adaptations. Il y a cette scène au milieu de nulle part qui ressort avec Cyrano de Bergerac, qui est avec un chef pâtissier et qui discute avec le chef pâtissier. Et cette scène, en fait, l'auteur l'élève au rang de c'est quoi l'art? L'art, ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, ça peut être de la littérature, ça peut être du football. Et puis tout à coup, c'est ce que montre aussi cette pièce et cette scène, ça peut être dans la pâtisserie. Puisque la façon dont parlait et dont parle le pâtissier dans la scène, dans l'histoire, dans cette pièce, il y a une telle passion. Cyrano, il est en telle admiration devant le chef pâtissier que je pense que c'est une volonté de l'auteur de montrer que l'art se cache n'importe où, dans des choses simples, dans la gourmandise, dans la nourriture. Et quand je t'ai parlé de cette scène, voilà, je me suis dit, mais j'ai l'impression de vivre cette scène-là. Et je me suis dit, mais voilà. Et c'est là où il faut que tu viennes parler de tout ça, de transmettre ta passion dans le Franchigay Mag. Tu m'as dit, c'est quoi le Franchigay Mag? Oui, écoute, je savais pas ce que c'était. En fait, j'habite en France depuis 3 ans, vers 4 ans. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas encore. Et tu disais que j'essaye de découvrir. Il y a encore un monde immense de choses à découvrir. Mais ce que tu dis sur la passion, non, sur l'art, c'est quoi la définition de l'art? Il y a un philosophe qui disait art es inutilidade. Arte? É a arte, essa inutilidade. Dans une espèce d'interjection, une interrogation. En français, ça se traduirait par l'art, cette inutilité, mais en même temps, c'est en suspens, dans le sens où c'est quoi l'art? Est-ce que c'est quelque chose qui est inutile? C'est quelque chose qui est difficile à définir? C'est utile pour certains, ce n'est pas utile pour d'autres. Et peut-être une peinture sera utile pour certains, mais pas utile ou ne sera pas une œuvre d'art. C'est tellement difficile. Un pastel de nata, pour certains, c'est une suprême pâtisserie portugaise. Pour d'autres, c'est un flan, c'est un truc banal. C'est pas un flan. C'est même pas une pâtisserie, c'est un dessert fait par un boulanger. C'est un dessert de second niveau. Donc tout peut exister. Le foot, c'est un truc, il y a des gars qui courent après une balle. Mais après, le foot, ça peut être élevé au rang, au stade de perfection. Joue un jeu de foot qui t'émotionne avec des retournements d'un côté de l'autre. Il y a tellement de choses et chacun peut se positionner là où il veut en fonction de ce qu'il connaît. Mais on a tous la liberté de se positionner. Je ne connais pas la culture chinoise, mais peut-être si je vais en Chine, je ferai de grosses gaffes. Mais essayons de ne pas faire ces gaffes. Essayons d'être attentifs aux autres. Essayons d'être attentifs aux autres cultures et comprendre c'est quoi l'art
pour les uns, pour les autres, dans une culture, dans une autre. Il y a tellement de choses à comprendre. Et voilà comment on en est arrivé il y a quelques mois, lorsque je me balade à Paris, euh, à passer devant une boutique, à entendre une cloche, à sentir le goût de pastel de nata chaud qui sort du four. Et à finir au bout de 2-3 heures de discussion, c'est ça, on a passé... Je suis parti à la fin de la matinée. T'étais pressé, je crois que tu avais un mag après. Ouais, j'avais un Frantuguet Mag, justement, je suis arrivé en retard. Attends, pas en retard pour l'émission. Je donne rendez-vous à midi à mes invités. Mais là, du coup, pour le coup, j'étais arrivé à midi 15, midi 20, midi 30. Et du coup, bah voilà, on a fini la matinée en partant d'un pastel, d'une odeur, d'un goût, à parler culture, art et échange. Parce que finalement, moi, je me suis rendu compte à la fin de cette matinée, après avoir vu passer tous ces gens poser des questions, quel que soit leur âge, leurs conditions sociales, que en fait, encore une fois, la nourriture, le pastel de natte, mais c'est le meilleur moyen pour aller à la rencontre des gens. Oui, et là, tu es en train de toucher pile poil dans une chose qui est la gastronomie, la culture de la gastronomie, la culture culinaire, et peut-être, et le sport, je pense, seront les deux, je sais pas comment dire, les deux points qui permettent le plus l'échange interculturel, où très facilement, quelqu'un qui ne parle pas la même langue, qui a une religion complètement différente, qui a grandi dans des milieux différents, peut se retrouver, trouver rapidement un point en commun et commencer à établir une espèce de plateforme de communication. J'avais fait un sketch qui est plus dans le spectacle à ce sujet-là, où en fait j'avais travaillé sur cette idée. Et j'étais parti en prenant justement un pastel. J'avais fait ça dans un spectacle. Et en rigolant à l'époque, puisque c'était il y a une dizaine d'années, le pastel de nata n'avait pas encore la notoriété qu'il avait aujourd'hui, mais nous, on l'aimait déjà beaucoup. Nous, les portiers, on l'aimait déjà beaucoup. Et j'avais pris donc un pastel et on avait fait cette impro après avec les gens dans la salle de spectacle où je prenais un pastel et je faisais comme ça. Mmh, mmh. Et juste avec les et le bruit, avec mon partenaire de scène aussi, on avait fait un dialogue. C'est un jeu en théâtre qui existe déjà, mais nous, on l'avait fait avec un pastel. Et les gens mais riaient dans la salle, le public. Et en même temps, à un moment, on avait même réussi à les toucher. Puisque le but, c'était de montrer qu'on pouvait communiquer avec un pastel et ce que le pastel, du coup, provoquait en nous par les émotions qu'il provoquait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je te rejoins sur ce point-là. La culture gastronomique permet d'aller vers les gens et permet même de se rencontrer. Pas juste d'aller vers les gens, de se rencontrer et de rester 3-4 heures à la boutique alors que j'ai du travail et que j'ai rendez-vous et que j'ai un invité qui m'attend. Oui, et on a d'ailleurs quelque chose, quand on parlait avec j'ai connu des Français qui entre-temps avaient vécu au Portugal et qui racontaient que au Portugal, à l'heure de déjeuner, l'un des sujets principaux de la conversation entre les gens, c'était la nourriture. C'était « Ah, j'ai découvert un restaurant là-bas où tu manges un plat spécial. » Et entre-temps, quelqu'un m'a dit que les Français font ça aussi. Je ne sais pas si c'est le cas. Aussi, mais... Moins, Je sais peut-être. pas, mais aussi quand même. La France, justement, c'est là où on se rejoint aussi avec la France et le Portugal. On est en face quand même de deux pays avec une grande culture gastronomique dont les gens sont assez fiers. Du coup, on avait même fini, en parlant de ce sujet, de Ratatouille. Oui, du film Ratatouille, tout à fait, tout à fait. Et moi, je te voyais, et je te voyais, de quoi il va me parler? De Ratatouille. Tu vois Ratatouille? Et je t'ai montré des extraits. Oui, je me souviens parfaitement. Le Ratatouille n'était pas dans ma tête. Je l'avais vu au passant. Mais raconte des belles choses. Oui, c'est ça, c'est les messages qui passent. Et du coup, voilà. Et voilà comment, quelques mois après, on est là au Frantuguet Mag, que tu as pour lequel tu as accepté mon invitation. Vous avez certainement compris pourquoi aujourd'hui j'avais choisi d'inviter Raoul pour parler de
passion. Souvent dans l'émission, on parle des passions des gens, quelles qu'elles soient. Je crois que vous avez compris que il a une véritable passion pour ce qu'il fait. On parle aussi de double culture. J'étais halluciné de voir quelqu'un qui pouvait non seulement basculer d'une langue à l'autre avec autant de facilité, mais après commencer à parler avec moi de littérature française. Et je trouvais que c'était ça aussi qui était génial, c'est que non seulement tu étais en train de promouvoir la culture portugaise en plein cœur de Paris. Il y a plein de gens qui demandent l'adresse. Voilà, l'adresse, c'est 3 rue Rambuteau. Non, 24. 24. Rue Rambuteau, dans Paris 3. Dans Paris 3. Mais que en même temps, du coup, tu montrais que toi, tu t'étais déjà intéressé et que tu t'imprégnais de la culture du pays où tu étais. Oui, tout à fait. Et Ce fameux vase communicant, les ce- échanges. oui, je pense que Va-et-vient. et c'est cette force du Portugal, je pense, d'essayer de comprendre là où on est, de s'adapter, sans perdre notre identité, sans perdre ce qui fait nos forces et notre fierté. Et moi, j'aime beaucoup comprendre les autres. Une fois, et je vais vous raconter un petit épisode. J'étais dans une réunion en Espagne et à un moment donné, on était, je sais pas, on était 80 personnes dans une salle et il y avait un Australien qui faisait une présentation, donc il faisait la présentation en anglais et donc il faisait en anglais et les personnes qui posaient les questions, que ce soit des Portugais, que ce soit des Espagnols, parce que c'était le public était mixte, posait les questions en anglais. À un moment donné, il y a un Espagnol qui se lève et qui dit, moi je vais faire... Il parle en espagnol, il dit, on est en Espagne, et moi je vais poser ma question en espagnol. Et il a dit ça comme si c'était un signe de supériorité dans le sens où moi je vais obliger l'autre à comprendre ma langue qui est l'espagnol. Et ça, je pense que c'est pas du tout. On peut penser que c'est une force, mais moi, je serais enclin à penser que ce n'est pas une force. C'est plutôt quand on reçoit l'autre et on fait l'effort de parler la langue qu'il est en train de parler, nous, on est on sait plus que lui parce qu'on sait déjà notre langue maternelle et on va savoir et on va comprendre et on va essayer d'apprendre sa langue à lui. Donc, je pense que ça, c'est un signe de force de notre côté. On continue à avoir la force de notre langue, culture, notre identité. culture, mais on est en train de comprendre l'autre et on va savoir plus que l'autre. Donc, quand je pense au monde global où la langue est l'anglais, et tant mieux parce que c'est beaucoup plus facile aussi de communiquer en anglais entre toutes les cultures, je pense que ceux qui parlent en anglais, qui est toujours, quand ils font leur présentation en anglais, c'est toujours plus facile pour eux. Mais pour un Français, un Portugais, un Suédois, un Italien qui parlent leur langue et en plus doivent dominer l'anglais pour pouvoir vivre dans ce monde global, et je pense qu'ils ont encore plus de richesse que l'anglais parce qu'ils dominent d'autres langues et une langue, c'est une richesse. Et comprendre l'histoire d'un pays autre que le nôtre, c'est une richesse. Et comprendre sur la gastronomie d'un pays, c'est autre que la nôtre, c'est aussi une richesse. Bon voilà. Il est 13h52. Raoul, muito obrigado pour ces paroles. Tu vas encore avoir le mot de la fin. C'est la tradition de l'émission. Voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment, que vous avez, comme moi, été intéressé, curieux par la personnalité de Raoul et puis toute sa passion qu'il dégage et qu'il transmet. Si vous voulez goûter à l'ipastéis, allez-y parce que je confirme, ils sont très bons et obrigado. Je peux les garder? Vou comê-los todos, claro. Il va être l'heure de passer à table, justement. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por ter partilhado connosco a tua paixão pela tua profissão, por este produto maravilhoso que representa hoje em dia. É uma das coisas que representa Portugal no mundo inteiro, porque estava a ver um programa na América do Norte com humoristas que chamam-se, não lusodescendentes, mas sim, lusodescendentes, os Portuguese Kids. Também faziam sketches sobre pastéis de nata
e até na América hoje em dia, pastéis de nata em New York funciona muito bem e as pessoas já sabem o que é. Então, obrigado por ter partilhado essa paixão. Merci d'avoir été si nombreux, présents, d'avoir interagi. Le replay sera disponible toute la journée, toute la semaine, tout le temps. L'émission est de plus en plus suivie grâce à vous. N'hésitez pas à la partager, à l'envoyer à vos amis. Rendez-vous à Paris. Paris 3, rue de Rambuteau, numéro 24, pour entendre la cloche sonner, sentir les pastèches sortir du four, et puis aussi surtout voir comment ils sont faits, fabriqués. Et je confirme, avec toute l'équipe des pâtissiers que j'ai vus à l'œuvre, avec passion, c'était assez incroyable. On n'en a pas parlé, l'émission sera trop longue, mais les gestes sont au millimètre, c'est précis, c'est carré, c'est comme une partition qui est jouée tout au long de la journée par toute l'équipe. Tu vois, je parle pas mal aussi, hein. Très bien. Tu vas m'engager comme commercial. Donc c'était juste incroyable. Et puis si vous avez un peu le temps et qu'il n'y a pas trop de monde, n'hésitez pas à parler de Ratatouille, des Cyrano de Bergerac avec Raoul, ou peut-être même d'auteurs français, parce que moi j'ai trouvé ça juste génial. Et quand j'ai passé cette matinée, je me suis dit, je suis en retard, mais ça valait la peine. Et j'espère que en t'envoyant quelques heures après mon invitation ao Português Mike, tu as accepté. Muito obrigado, Raul. Vou acabar também em português. Tu podes falar em português ou em francês, comme quiseres. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux. Rendez-vous sur scène en tournée. Il y a plein de dates de tournée qui arrivent. Ça y est, je peux aussi l'annoncer en avant-première. Je vais jouer à HR, c'est dans le 78. Ce sera le dimanche 28 avril. C'est une date supplémentaires. Il y en a 4 nouvelles, mais celle-ci, j'y tiens beaucoup puisque c'est ma ville d'origine. Je serai à HR, là où j'ai grandi, le dimanche 28 avril, pour jouer mon spectacle Portugal, voyage au centre du monde, et célébrer avec vous dans la salle Le Sax, 300 places, la Révolution des œillets. Ce sera le mois d'avril 2024, les 50 ans de la Révolution des œillets. Il y a plein de dates. Rendez-vous sur ma page Facebook, Instagram, TikTok pour voir les vidéos et toutes les dates de tournée. Rendez-vous bientôt sur scène en vrai. Rendez-vous mercredi prochain avec un nouvel invité ou une invitée. À chaque fois, vous les découvrez. J'espère que la découverte d'aujourd'hui vous aura autant plu qu'à moi il y a quelques mois lorsque je me suis promené à Paris. Muito obrigado a todos et à todas. Raoul, je te laisse le micro. Le mot de la fin est pour toi. Quelle responsabilité. Tu parlais de la révolution des œillets. Eh bien moi, j'espère qu'on fera la révolution de la pâtisserie, dans le sens où on va faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, une belle pâtisserie qui sublime l'art du Portugal. Et pour tous ceux qui connaissent déjà, un retour aux origines et le partage. Le partage, je pense que c'est fondamental. Partager, si on aime quelque chose, c'est tellement bon de faire venir quelqu'un, découvrir un musée qu'on a aimé, un restaurant qu'on a aimé, un pays qu'on a aimé, un restaurant et peut-être une pâtisserie aussi qu'on a aimé. Celle-ci, elle est au 24 rue de Rambuteau. Manteigaria. On est en France, estamos agora aqui em França. Espero que todos os portugueses, todos os franceses nos venham visitar brevemente. Muito obrigado.